Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Harlan Creek, niché entre deux collines arides et des champs oubliés, n'était pas le genre d'endroit qu'on choisissait pour des vacances. Ni même pour un détour. Les panneaux rouillés à l'entrée de la ville semblaient demander pardon d'exister, et la poussière soulevée par les rares véhicules formait une brume beige qui semblait éternelle. Les maisons y étaient modestes, souvent en bois, aux toits penchés et aux porches grinçants. On y voyait des vieilles balançoires abandonnées, des vélos sans roues, des chiens errants qu'on connaissait tous par leur prénom. Les pick UPS avaient plus d'années que leurs conducteurs, et le café du matin se prenait toujours au Red Moose Diner, où le temps s'était arrêté en 1983. Il n'y avait pas grand-chose, une station-service tenue par un ancien marine devenu philosophe amateur, un petit hôpital à moitié vide, une église baptiste où le pasteur James prêchait autant sur Dieu que sur le bon sens, et une vieille épicerie en briques rouges, tenue par Maggie Thompson. Maggie, 72 ans, avait vécu toute sa vie ici. Elle connaissait tout le monde par son prénom, se souvenait des anniversaires de leurs enfants et leur offrait des bonbons pour Halloween même s'ils avaient 20 ans. Depuis la mort de son mari, le shérif Ben Thompson, elle avait continué à ouvrir la boutique tous les matins à 6h30, comme un rituel sacré. Sa voix était douce, son sourire sincère, et personne ne refusait jamais son pain de maïs. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé à Harlan Creek. Une ombre s'était glissée entre les vieilles bâtisses et les chemins de terre. Une bande de jeunes délinquants, venus de Rapid City, une ville à une centaine de kilomètres, avait commencé à imposer sa loi dans ce coin tranquille. Ils se croyaient invincibles. Troy Harris, le leader, était un garçon rusé, avec un regard perçant et une haine sourde contre toute forme d'autorité. Jackson Reed, lui, avait les mains toujours tremblantes, une rage contenue dans un corps maigre et nerveux. Et Leo Carter, le plus cruel, semblait éprouver un plaisir malsain à humilier, à blesser, à salir. Il s'était installé dans une vieille maison abandonnée aux abords de la route 17, et depuis, la peur s'était installée lentement dans les regards des habitants. Il volait sans vergogne, bousculait les anciens, faisait des tags obscènes sur les murs de l'église, jetait des pierres sur les chiens des voisins. Ils exigeaient un « droit de passage » aux commerçants, menaçaient ceux qui refusaient. Le shérif local, dépassé et craintif, fermait souvent les yeux. Les habitants, eux, baissaient la tête. Par peur. Par habitude. Mais Elias Walker, lui, ne baissait jamais la tête. Il habitait une vieille cabane en bois, dissimulée dans les sapins à l'extrémité nord de la ville, près d'un ancien camp de chasseurs. Sa maison n'avait pas l'électricité tous les jours, et son jardin n'avait pas été tondu depuis des années. Il vivait seul, dans un silence presque religieux. Les rares fois où on le voyait, c'était pour acheter du café noir, du pain rassis, ou quelques vieux romans usés qu'il lisait sous la lumière d'une lampe à huile. Il portait toujours un long manteau brun, troué au col, un chapeau fatigué rabattu sur le front, et s'aidait d'une canne en bois sculpté. Son visage était marqué, ridé par l'âge, le vent, et peut-être d'autres guerres. Il ne parlait à personne. Il regardait. Écoutait. Observait. Les enfants le surnommaient « le vieux fantôme », à cause de sa démarche silencieuse et de ses apparitions brèves. On racontait qu'il avait un jour tué un ours à main nue, qu'il avait vécu dans les montagnes, ou même qu'il parlait au loup. Des histoires de gosses, mais toujours racontées avec un mélange de rire et de crainte. Ce que personne ne savait, ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cet homme discret, solitaire, et fatigué, avait autrefois été une légende dans l'ombre. Elias Shade Walker, ancien opérateur clandestin d'élite, tueur silencieux pour des opérations que le gouvernement n'avouait même pas sur papier. Il avait vu le monde brûler. Il avait mis fin à des guerres, ou contribué à les commencer. Il avait disparu après une mission classée top secrète au Pakistan. Officiellement, mort. Enterré. Mais en réalité, il s'était exilé à Harlan Creek, non pas pour se cacher des autres, mais pour fuir ce qu'il était devenu. Ce mardi après-midi, le soleil tapait fort sur la vieille devanture de l'épicerie Thompson's General Store. Maggie, balai à la main, balayait les feuilles mortes et les poussières portées par le vent. Elle fredonnait doucement un vieux morceau de Patsy Cline, le même qu'elle chantait depuis la mort de son mari.
Les clochettes de la porte tintaient de temps en temps, saluant un client ou deux, un vieil homme venu pour ses cigarettes, une mère pour du lait et du pain. Puis, la cloche sonna une fois de trop. Quand Maggie releva les yeux, son sourire s'éteignit. 3 Harris, Jackson Reed et Leo Carter venaient de faire irruption. Aucun ne portait de masque. Ils n'avaient même plus besoin de se cacher. Leur simple présence suffisait à faire taire la rue. Maggie, toujours debout à ton âge, hein, lança 3 avec son éternel rictus. Elle se redressa, planta son balai comme un bâton de commandement, et leur fit face. Malgré ses rides et sa petite taille, elle dégageait une dignité ferme, presque ancestrale. « Je vous ai déjà dit que je ne céderai pas à vos menaces, » répondit-elle. 3 haussa les épaules comme s'il s'attendait à cette réponse. « Tu vas apprendre, mamie. Tu vas apprendre comme les autres. » Puis, d'un coup de bras brutal, il renversa la vieille caisse enregistreuse en métal. Elle tomba dans un fracas sourd, dispersant les billets et les pièces comme des feuilles mortes. Jackson éclata de rire, puis se mit à bousculer les rayons, renversant des boîtes de conserve, piétinant les légumes au sol. Léo, quant à lui, ne riait pas. Il avait un regard vide, presque mécanique, comme si la violence était devenue chez lui un automatisme. Il s'approcha de Maggie, lentement, et l'attrapa par le col de son chandail en laine tricotée. Son haleine sentait l'alcool bon marché et la haine. « T'as entendu ? Tu paies. Ou on revient chaque semaine. Et la prochaine fois, ce sera pas que ta caisse qui sera brisée. » Elle tenta de le repousser, mais ses mains tremblaient. Et c'est à cet instant précis qu'une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Elias Walker. Il n'y eut pas de bruit de cloche. Pas de parole. Juste une présence. L'air sembla devenir plus dense. Il entra lentement, comme un homme qui n'avait rien à prouver, chaque pas calculé, silencieux, mais d'une intensité pesante. Son long manteau brun effleurait le sol, et sa canne en bois frappait doucement contre les lattes du plancher. Il s'arrêta à quelques pas de la scène. Il ne cria pas. Il n'insulta personne. Il observa. Son regard alla d'un visage à l'autre. Puis il se posa sur Maggie. Ses yeux s'attardèrent une seconde de plus sur le col froissé de son chandail, sur les doigts crispés de Léo, sur les billets dispersés à terre. Il analysa tout. Chaque angle. Chaque souffle. Quoi, le dinosaure, lança 3 en ricanant. Tu veux qu'on t'aide à retrouver ta maison de retraite ? Les 2 autres éclatèrent de rire. Même Maggie, au bord des larmes, tourna la tête vers Elias, comme pour lui dire « Va-t'en, ne te mêle pas de ça. » Mais Elias s'approcha lentement du comptoir. Son pas était calme, fluide, silencieux, presque inquiétant. Il déposa sa canne contre le mur, avec une lenteur délibérée. Ses mains tremblantes déboutonnèrent son manteau, un bouton après l'autre. Et enfin, il leva les yeux vers Léo. Sa voix, quand elle sortit, était basse. Râpeuse. Fatiguée. Pose ce couteau, Léo. Un silence glaçant s'abattit sur la boutique. Léo écarquilla les yeux. Il n'avait pas sorti son couteau. Pas encore. Mais il l'avait sur lui, dans sa ceinture. Comment ce vieux pouvait-il savoir ? Qu'est-ce t'as dit, l'ancien ? Grogna Jackson, fronçant les sourcils. Elias ne répondit pas. Il leva simplement les yeux, et ce fut comme si la pièce avait basculé dans une autre dimension. Son regard n'avait plus rien de fatigué, ni de vieux. C'était un regard d'acier. Un regard sans émotion. Sans hésitation. Pas celui d'un vieillard. Mais celui d'un prédateur. Un de ces regards qu'on ne voit que dans les derniers instants, juste avant que la mort ne frappe. 3 recula instinctivement d'un demi-pas, Léo desserra légèrement sa prise sur Maggie. Jackson, lui, sentit une sueur froide perler sous sa veste. Il n'avait aucune idée de qui se tenait devant eux. Mais leur instinct, lui, savait, il venait de réveiller quelque chose qui aurait dû rester enterré. Quelque chose de dangereux. D'irrémédiable. Ce qui suivit ne dura que quelques secondes, mais chaque seconde semblait étirer l'éternité. Même les caméras de sécurité, plus habituées à filmer des voleurs de bonbons ou des disputes entre clients, ne captèrent que des flous soudains,
des ombres qui traversaient le cadre, des bruits secs suivis de cris. Ce fut si rapide, si chirurgical, que même un œil entraîné aurait peiné à comprendre ce qu'il voyait. Tout commença quand Jackson, le plus nerveux, poussé par une fierté blessée et une envie de domination, brandit une batte de baseball en aluminium qu'il avait planquée sous sa veste. Il hurla un cri de guerre, plus pour se rassurer que pour impressionner, et fonça sur Elias. Mais Elias ne bougea pas. Il attendit que la batte soit à quelques centimètres de son visage, puis, dans un mouvement fulgurant, il pivota sur le côté, attrapa le poignet de Jackson d'un geste précis, presque délicat, et le retourna avec une brutalité contrôlée. Un craquement sec retentit. Le bras de Jackson forma une courbe grotesque, désarticulée. Il hurla de douleur, lâcha son arme, et s'effondra sur le carrelage, tenant son membre brisé comme un animal blessé. 3, sidéré, mit une seconde de trop à réagir. Il se jeta en avant, le poing levé, prêt à frapper à l'aveugle. Mais Elias avait déjà anticipé son mouvement. Il fit un pas en arrière, pivota de 3/4, puis frappa le creux de sa gorge avec le tranchant de sa main, exactement entre la pomme d'Adam et le sternum. Pas pour tuer. Juste assez pour couper le souffle. 3 s'effondra, toussant, suffocant, agrippant sa gorge comme si on l'avait noyé. Le silence fut brisé par un clic métallique. Léo, l'impulsif, sortit enfin ce que Elias avait senti depuis le début, un couteau pliant noir, luisant sous la lumière du néon. Il s'élança, l'âme en avant, prêt à planter. Mais il n'eut même pas le temps de cligner des yeux. Elias bondit, comme un félin. Il attrapa le poignet armé en plein mouvement, y appliqua une pression si soudaine que les doigts de Léo s'ouvrirent d'eux-mêmes, lâchant le couteau. D'un pivot, il le désarma. D'un second mouvement, il utilisa l'élan de Léo contre lui-même et le projeta violemment contre l'étagère des céréales. Des boîtes de cornflakes explosèrent dans un nuage de poussière sucrée. 3 mouvements. Pas un de plus. Et soudain, tout fut silence. Les 3 jeunes hommes gisaient au sol. L'un gémissait, le bras tordu. L'autre suffoquait, les yeux écarquillés. Le dernier, assommé, ne bougeait plus qu'à peine. Il n'y eut ni sang, ni cri de guerre, ni brutalité gratuite. Juste une démonstration de maîtrise absolue. Et tout cela avait duré 11 secondes. Elias ramassa lentement son manteau, le replaça sur ses épaules avec méthode, comme s'il enfilait un masque. Puis il reprit sa canne, posée près du comptoir, et se tourna vers Maggie, figée derrière sa caisse renversée. Elle avait les mains tremblantes. Ses lèvres murmuraient une prière, ou peut-être son propre nom, comme pour s'assurer qu'elle était encore en vie. Son regard croisait celui d'Elias, sans parvenir à le soutenir. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, d'une voix grave, mais étonnamment douce. Elle hocha la tête, incapable de répondre. Les larmes commençaient à lui monter aux yeux. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Enfin, elle balbutia. « Qui êtes-vous » Elias resta silencieux un moment. Puis, avec un regard qui semblait remonter très loin dans le temps, il répondit. « Quelqu'un qui a essayé d'oublier ce qu'il était. » Il la regarda un instant encore, comme pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Puis il se détourna. Et repartit sans se retourner, son pas lent, mais résolu, comme si cette scène n'avait été qu'un écho ancien dans une vie qu'il s'était efforcé d'enterrer. Le shérif Reggie Doyle arriva sur les lieux une vingtaine de minutes après l'appel paniqué d'un témoin. Il s'attendait à une rixe banale entre jeunes voyous. Mais lorsqu'il franchit le seuil de l'épicerie Thompson, l'ambiance qui régnait le frappa immédiatement, silence, tension, regard fuyant. 3 jeunes hommes, Jackson et Léo, gisaient au sol, douloureusement conscients de leurs membres brisés, mais encore plus brisés intérieurement. Aucune insulte, aucune menace, juste de la peur pure, figée dans leurs yeux. Maggie tremblait encore derrière son comptoir, incapable d'expliquer ce qu'elle avait vu. Il les a à peine touchés, murmura-t-elle. C'était, comme un démon silencieux. Il bougeait comme l'ombre. Reggie fit placer les 3 agresseurs en détention. Puis il demanda à voir les enregistrements de sécurité. Ce qu'il vit le glaça. Une silhouette âgée, un manteau usé, un geste calme, et en une dizaine de secondes,
3 jeunes hommes mis à terre avec une précision chirurgicale. Aucun excès. Aucun coup superflu. Chaque mouvement semblait avoir été conçu pour neutraliser sans tuer, blesser sans détruire. C'était de l'art. Froid. Calculé. L'œuvre d'un professionnel. Le lendemain, Reggie retourna à son bureau et lança une recherche discrète, utilisant des accès qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Un vieil ami du FBI lui devait une faveur. Il lui envoya quelques documents, classés « Eyes Only ». Le nom y figurait, codé, dissimulé sous plusieurs identités effacées. Elias Shade Walker. Ancien agent des forces spéciales. Recruté très jeune pour des opérations clandestines. Il n'était officiellement jamais né, et jamais mort. Mission en Europe de l'Est, Afrique, Amérique du Sud. Dernier signalement, Kandahar, Afghanistan. Mission avortée. Toute son unité anéantie. Sauf lui. Puis, plus rien. Silence. Il avait disparu. Volontairement. Effacé. Reggie s'enfonça dans son fauteuil, le souffle coupé. Bon Dieu. Ce n'était pas un vieil homme marginal. C'était une arme humaine. Une ombre qui avait choisi de se retirer. Mais pourquoi ici? Pourquoi Harlan Creek? Pourquoi l'épicerie de Maggie? Il comprit peu à peu que cet homme ne cherchait pas la paix. Il fuyait le vacarme intérieur. Le tumulte de ce qu'il avait fait. Il n'était pas en retraite. Il se punissait. En vivant seul, avec des livres, des animaux abandonnés, et des silences pesants. Les 3 jeunes hommes, eux, furent transférés dans une prison fédérale. Aucune charge n'eut besoin d'être retenue contre Elias, il n'avait pas porté plainte. Aucun n'osa dire son nom. Mais tous, à leur arrivée, répétèrent la même chose aux gardiens, aux autres détenus, aux psychologues. Dans le Dakota, il y a un vieux. Mais c'est pas un homme. C'est une malédiction. Et à Harlan Creek, sans qu'il le veuille, Elias devint une légende. On le vit parfois marcher au bord de la route, ramasser un oiseau blessé, ou aider un adolescent muet à réparer son vélo. Il ne parlait jamais de lui. Il ne racontait rien. Même les enfants, qu'il appelait jadis « le vieux fantôme », chuchotaient désormais son surnom comme une prière. Un soir, alors que le soleil tombait lentement derrière les collines, Reggie entra dans un petit café. Elias était là, seul, une tasse devant lui, un livre ouvert, Les Misérables de Victor Hugo. Reggie s'assit sans demander la permission. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi intervenir ?» Elias referma doucement le livre. Il leva les yeux. Ses iris, ternes mais vifs, avaient la profondeur d'un puissant fond. « Parce qu'on m'a appris à tuer, » dit-il calmement. Mais personne ne m'a appris à détourner les yeux face à l'injustice. Il marqua une pause. Je voulais qu'ils aient peur. Pas de moi. Mais de ce qu'ils pourraient devenir s'ils continuaient. Reggie hocha lentement la tête. Il comprenait. Cet homme avait connu la violence sous sa forme la plus brute, et maintenant, il tentait de la canaliser, de la transformer en quelque chose de supportable. En quittant le café, Reggie se dit qu'Elias ne cherchait pas le pardon. Il n'en voulait pas. Mais peut-être qu'au fond, il essayait de protéger les autres, de l'homme qu'il avait été. Et dans cette petite ville du Dakota, où rien ne semblait jamais arriver, l'ombre d'un vieil assassin continuait de veiller. En silence. En paix. Jusqu'à ce que le monde l'appelle de nouveau. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette journée où Elias avait mis fin à la terreur dans l'épicerie de Maggie. 3 années silencieuses, discrètes, presque invisibles, mais chargées d'une paix fragile. Puis un matin d'automne, lorsque le vent soufflait plus fort que d'habitude, faisant danser les feuilles mortes sur les chemins de terre, Maggie s'inquiéta. Elias n'avait pas ouvert sa porte depuis 2 jours. Elle connaissait trop bien ce vieux lion pour ne pas sentir que quelque chose n'allait pas. Sans prévenir, elle prit la clé qu'il lui avait un jour confiée, un geste de confiance rare, et se dirigea vers sa cabane au bout du sentier boisé. Les arbres ployaient sous la brise, le ciel était bas, chargé de nuages lourds. Elle ouvrit doucement la porte de bois. L'intérieur était sombre, mais familier. Le vieux fauteuil en cuir usé, la lampe posée sur la table, des piles de livres éparpillés. Elle avança à pas feutrés,
appelant son nom d'une voix douce, presque tremblante. Puis elle le vit. Assis dans son fauteuil, un livre entrouvert sur ses genoux, Elias reposait enfin. Son visage, serein, portait la marque de la fatigue ultime, celle d'un homme qui avait enfin déposé ses armes. Il semblait paisible, comme s'il venait simplement de s'endormir après une longue méditation. Sur la table basse, posée sous une vieille lampe, une lettre était soigneusement déposée. Maggie la prit, les mains tremblantes, et lut à voix haute, sa voix brisée par l'émotion. À ceux qui liront ceci. Je n'ai jamais voulu être un héros. J'ai fait des choses que je n'ose pas avouer. Mais ce jour-là, dans votre boutique, j'ai enfin eu la chance de faire quelque chose de juste. Merci de m'avoir permis de mourir en homme, et non en ombre. Elias. Le poids de ces mots s'abattit dans la pièce comme un souffle ancien. Elle sentit les larmes couler, non seulement pour cet homme mystérieux, mais pour tout ce qu'il avait été, tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il lui avait offert en silence. Le jour des funérailles, la petite église baptiste de Harlan Creek était comble. Les habitants, les visages empreints de respect et de tristesse, étaient venus rendre hommage à cet homme qui avait choisi la solitude plutôt que la gloire. Peu de mots furent prononcés. La cérémonie fut simple. Respectueuse. Mais chacun sentait la grandeur cachée derrière cette humilité. Le shérif Reggie Doyle, le regard lourd, s'avança alors vers le cercueil. Il déposa avec soin une médaille sur le bois sombre. Une médaille sans nom, sans insigne clair, juste un simple écusson noir, le symbole d'un combattant de l'ombre, invisible, inoubliable. Puis Maggie, la voix tremblante mais ferme, s'approcha du micro. Il a vécu dans le silence, mais il est mort comme un géant. Un murmure d'accord parcourut l'assemblée. Dans ce silence sacré, chacun comprit que ce n'était pas la violence ou la mort qui définissait un homme, mais la manière dont il choisissait de vivre et de partir. Ce jour-là, sous un ciel bas, alors que les premières gouttes de pluie se mirent à tomber, Harlan Creek perdit son vieux fantôme. Mais dans le cœur de ses habitants, il resta à jamais un géant.